Bonjour à tous et bienvenue dans Le Parc et au-delà. Je suis Vincent Chaudel et chaque semaine, avec Jean-Baptiste Guégan, nous évoquons les sujets qui sont autour du PSG et de son actualité. Cette semaine, puisque c'est une trêve internationale, eh bien profitons-en pour échanger avec Clément Pernia, l'auteur du PSG, une décennie pour rêver plus grand. Bonjour Clément. Bonjour Vincent. Bon, alors on va parler bien évidemment du livre d'une décennie pour rêver plus grand. Mais justement, c'est les 50 ans du PSG, c'est donc sa 5e décennie. Quelle différence il y a entre cette décennie et les autres? En quoi tu pourrais caractériser les autres décennies? Alors je dirais que les premières décennies du club, donc les 3 premières décennies, c'est une croissance progressive du club. Donc il y a d'abord la première décennie avec l'implantation dans le paysage footballistique français durant les années 70. L'implantation dans la première division à compter de 1974. Puis vient la décennie 1980 et les premiers émois, les premiers succès. L'ère Francis Borelli, les premières Coupes de France en 82-83, le premier titre de champion en 86. Et là, on découvre que le PSG est capable de gagner, capable de faire de bonnes choses. Il y a le Parc des Princes qui commence à vivre. Et cette croissance progressive atteint son apogée dans les années 1990, avec l'arrivée des grands joueurs et l'arrivée d'une grande équipe, l'une des plus grandes formations françaises, les titres de champion et la Coupe d'Europe en 96. Cette croissance s'estompe à la fin des années 90 et au début des années 2000 pour laisser place à une période de stagnation, puis de régression à la fin des années 2000. Donc la décennie 2000, vraiment, là, c'est un vrai frein, c'est une stagnation plus une régression. Et en fait, un peu à l'image d'une courbe épidémique, il y a une deuxième vague qui arrive en 2010. Et là, c'est presque sans transition, c'est-à-dire que le PSG connaît une phase d'ascension, de croissance, de franc succès. C'est une décennie de franc succès que j'appellerais, comment je la nommerais, pardon. Et voilà, en fait, il n'y a pas de transition. Il y a une croissance progressive, une régression, et puis un choc. Un choc exponentiel, une forte croissance dans les années 2010. Et c'est une décennie de franc succès. Alors justement, tu parlais tout à l'heure de la décennie 90 avec une apogée. Finalement, quelle a été la meilleure décennie? Celle des années 90 ou celle des années 2010? C'est pas facile. Il y a match, il y a comparaison d'ailleurs entre les deux. Je dirais que la décennie 2010 est plus hégémonique et plus forte sur la scène nationale. Le PSG gagne tout et la vraie équipe forte de ce championnat, il y a même presque pas, il n'y a pas de débat du tout d'ailleurs, il n'y a quasi pas de concurrence et le PSG rafle tout et prédomine la scène nationale française. C'était moins le cas dans les années 90 puisqu'il y avait le Marseille de Bernard Tapie au début et puis d'autres formations qui concurrençaient le PSG. Il y avait une vraie compétition pour le titre de champion. A contrario, le PSG des années 90 était plus fort, je pense, sur la scène européenne. A atteint 5 fois les demi-finales, a connu plus d'émotions que le PSG des années 2010 qui a échoué parfois de manière médiocre ou calamiteuse malgré une finale en 2020. C'était à nuancer certes puisque le niveau et l'exigence et la difficulté de remporter une Ligue des Champions, une Coupe d'Europe aujourd'hui, les années 2010, est bien plus difficile que les parcours européens des années 90. C'est clair qu'avec Larry Bosman, les grands clubs sont maintenant ultra puissants et captent tous les meilleurs joueurs. Ça a changé beaucoup de choses. Mais tu évoquais une concurrence nationale plus forte dans les années 90. Est-ce que finalement le PSG fait du bien à la Ligue 1 ou lui fait du mal aujourd'hui? Non, on peut vraiment pas dire que le PSG fasse du mal à la Ligue 1. Le PSG est venu pour être une locomotive du championnat, pour tirer l'ensemble du championnat vers le haut. Ça n'a pas forcément marché, mais il faut se rappeler que depuis le Lyon des années 2000, le Ligue 1 et la Ligue 1 et le championnat de France ne possédaient pas de club phare. Entre 2008 et 2012, chaque année, il y a un champion différent. Les prestations en Coupe d'Europe sont plutôt déplorables. Et la Ligue 1 avait besoin d'une locomotive pour tirer ses troupes. Et ce PSG arrive
ce PSG arrive et arrive avec une contre-proposition, l'idée de ramener des stars étrangères, de bâtir une grande équipe, de ramener au football français du spectacle sur sa pelouse, du monde en tribune, un attrait à l'international en ramenant les Zlatan Ibrahimovic, Cavani, Neymar. Voilà, en proposant à l'Europe un club phare qui puisse concurrencer les grosses écuries européennes. Bon, ça n'a pas suivi, non pas en Ligue 1 à cause du PSG, qui a fait son job, mais à cause des autres formations qui n'ont pas su développer des politiques sportives et des propositions de jeu cohérentes. Regardez, Lyon et Marseille n'ont pas un budget inférieur à des clubs comme le Borussia Dortmund, comme l'Ajax d'Amsterdam, comme l'Atalanta Bergame, qui eux ont des politiques sportives qui leur ont permis d'être performants sur la scène européenne. Ça, le football français, il ne peut s'en prendre, et certains clubs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ce n'est pas de la faute du PSG. Le PSG a tenté de tirer la Ligue 1 vers le haut. Il l'a réussi dans une certaine mesure en dynamisant et en la rendant attrayante, ce qui a évidemment influé sur l'augmentation des droits télé et in fine sur les revenus des clubs. Donc ça a été un franc succès. Pour le reste, si cet argent est utilisé de manière, on va dire, de manière incohérente parfois ou de manière à ne pas réussir à booster le football français à l'échelle collective, je pense à Lyon, à Marseille, à Monaco, le PSG n'est pas le seul fautif et n'est pas le seul responsable. Mais dans cette approche où le PSG a voulu, version QSI, se mettre au niveau de ses concurrents européens, je parle au niveau budgétaire et donc sportif et donc budgétaire, au pays de Poulidor, est-ce que ça n'a pas généré quand même un désamour ou une défiance populaire par rapport au PSG? Je rappelle que ton premier livre, c'était quand même une histoire populaire. Est-ce que le PSG est si populaire que ça? Le PSG, c'est paradoxal. De toute façon, ce club est paradoxal. Mais le PSG a une cote de popularité et a une ferveur populaire qui est indéniable. Ça a toujours été le cas et ça l'est encore. D'ailleurs, il a de plus en plus de supporters liés évidemment à ses résultats depuis maintenant plusieurs années. Mais il ne faut jamais oublier que le PSG, c'est Paris. Et Paris, dans un pays aussi jacobin que la France, est critiqué, est envié, est jalousé. Et le PSG, dans le football, c'est le représentant de la capitale. Donc tu te rends compte, le PSG, qui est déjà avant l'arrivée des Qataris, n'était pas forcément apprécié parce que c'était le club de Paris. Le PSG, donc, qui est le club de Paris, qui devient fort, puissant, riche, beaucoup plus riche que les autres. Et en plus, cet argent vient du Qatar, qui est une destination un peu exotique, qu'on ne connaît pas bien, qui est issue du Golfe. Bon, en France, parmi ceux qui ne connaissent pas forcément le capitalisme et la manière dont fonctionne le football aujourd'hui, ça peut choquer, ça interroge, les gens peuvent se dire attendez, pourquoi pas français, il y a des fortunes en France, pourquoi le PSG n'est pas français, regardez, il n'y a plus un joueur français dans l'équipe, machin. Ça peut être des réductions assez rapides comme ça, sauf que quand on regarde aujourd'hui qui possède les clubs français, Marseille c'est américain, Monaco c'est russe, Bordeaux c'est américain, Lille c'est Gérard Lopez. Je veux dire, Nice c'est anglais. Nice c'est Sky maintenant, c'est anglais. Donc oui, c'est Ineos, pardon. Donc oui, bien sûr, c'est l'approche qui peut être faite à l'égard du PSG parmi ceux qui regardent le football de plus loin peut être néfaste. Ajouter à cela l'argent, les stars, le côté bling-bling, les quelques polémiques associées à Neymar, à Ibrahimovic, etc. Oui, cela rend un club qui est d'une part jalousé et en plus moins apprécié par une certaine partie de la population. Mais pour autant, les résultats sont là pour l'instant. Est-ce que ça veut dire que la prochaine décennie, celle qui s'ouvre, va être passionnante à vivre? Toutes les décennies du PSG ont été passionnantes, je pense qu'elle le sera. La décennie démarre dans un contexte particulier. Les contextes sanitaires, il n'y a plus personne dans les stades, les calendriers sont chamboulés, les compétitions, on ne sait pas tout se passer pour en se tenir. Ça va finir par s'arrêter. Et là, l'après va être intéressant. Quels clubs vont savoir tirer profit de ce contexte, de cette dynamique? Moi, ce que j'observe, c'est que certains clubs connaissent une transition, risquent de rencontrer des difficultés. Certaines grandes écuries européennes qui dominaient le football mondial ces dernières années risquent de rencontrer quelques difficultés ces prochaines années. Je pense à Barcelone, je pense peut-être au Real, je pense peut-être à la Juve, et qu'il y a d'autres clubs
qui ont su bien mener leur barque, qui pourraient tirer profit de cette période post-Covid, et le PSG pourrait en faire partie. Et si la politique sportive est cohérente, le PSG pourrait tirer profit et aux côtés du Bayern Munich et de certains autres clubs. Et je tiens enfin à ajouter plus sur le côté sportif et la dimension terrain. Je pense que les prochaines années vont s'articuler autour d'un homme qui est Neymar, puisqu'Mbappé devrait quitter le PSG. Neymar, lui, sait rester et s'inscrire dans la durée. Ça peut paraître réducteur de résumer ça à un joueur, mais quand un joueur, une telle figure, un tel talent, on l'a vu en phase finale de Ligue des Champions, monopolise toute l'attention, monopolise tout l'intérêt du jeu, forcément, tout va être centralisé par lui. Et en fonction de son état, en fonction de sa motivation, en fonction de sa dimension physique, s'il est en forme ou s'il ne l'est pas, ça conditionnera les prochaines années du PSG. Le PSG des années 2020, c'est un PSG Neymar. Est-ce que ce PSG des années 2020 avec Neymar saura aller au-delà des 47 000, 48 000 spectateurs? C'est-à-dire, est-ce que tu imagines un autre théâtre que le Parc des Princes? Non, il n'y aura pas. Enfin, ça, la réponse est plutôt affirmative de mon côté. Le Parc des Princes et le PSG, c'est pour la vie, j'ai envie de te dire. Et en fait, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que le PSG a son histoire ancrée au Parc des Princes depuis toujours. C'est le stade des supporters, c'est le stade du club. D'ailleurs, les Qataris, au début, en arrivant, ils se sont posé la question du Stade de France, est-ce qu'on va déménager? Ils se sont vite rendus compte, et aujourd'hui, je pense que personne, que ce soit au PSG, à Paris ou à Doha, n'a envie que le PSG aille au Stade de France, qui n'est pas du tout le stade du PSG. Il n'y a pas cette identité, cette affiliation qu'a le PSG avec le Parc des Princes. Après, je comprends ta question, et sur la capacité, le problème, c'est que la capacité et l'agrandissement du parc, il est limité par l'impossibilité de creuser dans le périph', d'une part. Et d'autre part, il faudrait, je ne sais pas, ça fait des années qu'on parle de cet agrandissement, mais il faudrait quoi? Il faudrait raser et tout reconstruire. Compliqué. Le parc, c'est un monument de Paris, ça se fait pas comme ça, je pense. Il y a aussi une dimension populaire. Le Parc des Princes, c'est le stade de l'équipe de France, avant d'être le stade du PSG. C'est le stade de toujours. C'est le stade c'est un stade ancestral en Ligue 1. Je vois pas comment on pourrait démolir ce Parc des Princes. Donc c'est compliqué, moi je vois pas d'issue forcément, je peux pas te dire demain on sera à 60 000 ou 70 000. À voir, ça fait des années qu'on en parle, on en parlait déjà avant l'Euro 2016. On n'a pas réussi à considérablement augmenter la capacité. Donc à voir, moi je pense pas que ça pose un grand souci au PSG, du moins financièrement. Mais la question peut se poser. Il est maintenant temps de nous quitter. À la semaine prochaine. Et si vous avez un livre à acheter, évidemment, celui de Clément Pernia, Le PSG, une décennie pour rêver plus grand. À bientôt.